Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la Rive Road du 17 avril 2023 et on commence directement chaud avec la Bloodline qui débarque sur le ring sans Roman Reigns évidemment. Et ils vont vite se faire interrompre par Judgment Day. Donc il y avait 2-3 rumeurs qui passaient sur internet. Donc on savait plus ou moins tout ce qui allait se passer entre Judgment Day et la Bloodline. Donc Paul Heyman prend le micro pour nous annoncer que le Tribal Chief Roman Reigns a fait un court accord avec Judgment Day. Et donc en gros, pour vous la faire courte, cet accord-là, il consiste, donc on aura Judgment Day qui vont s'occuper des ennemis de la Bloodline, et inversement, la Bloodline qui vont s'occuper des ennemis de Judgment Day. Je sais pas à quoi il servira sur le long terme ce petit accord, si ça continuera ou si c'est juste l'histoire d'un épisode de Raw. Mais en tout cas, je trouve que c'était intéressant de voir les deux clans de Heel à WWE actuellement qui s'allient ensemble pour attaquer leurs ennemis communs, enfin communs, plus trop, mais actuellement ils deviennent communs. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant, et en plus de ça, pendant ce segment-là, on a eu plein de choses intéressantes. On a du coup Paul Heyman qui dit à Finn Balor qu'il sait que Finn Balor a de la rancœur au fond de lui envers la Bloodline et qu'il a des problèmes avec eux. Donc c'est bien qu'il rappelle que Roman Reigns et Finn Balor ont eu une petite feud ensemble fin 2021 il me semble, si je me rappelle. C'est la période où je regardais pas trop le catch. Enfin bref, je suivais tout de loin, mais Covid, ça me plaisait plus trop. Enfin bref, donc je trouve que c'était une bonne chose de rappeler ce qui s'est passé entre Finn Balor et Roman Reigns. Donc Paul Heyman dit à Finn Balor de mettre son ego de côté et de juste accepter l'accord, parce qu'il y a un accord qui a été fait. Donc voilà, on a eu aussi un autre truc qui était intéressant entre Sikoa et Rhea Ripley. Ce qui s'est passé, c'est que Paul Heyman, pour s'adresser à Sikoa, a demandé à Jey Uso d'échanger de place avec lui. Donc Sikoa change de place. Donc il se met face à Finn Balor, mais Finn Balor laisse la place à Rhea Ripley. Donc on a un petit face à face entre les deux. C'est pas la première fois qu'ils nous le font. Je sais pas vers où on va avec cette petite confrontation Rhea Ripley. Sikoa, je sais pas s'il y a un réel but par derrière ou c'est juste pour donner un petit peu plus de force à Rhea Ripley, on va dire, de faire face à un catcheur très protégé actuellement à la WWE, tout autant que Rhea Ripley finalement. Mais donc je trouvais ça très très intéressant. Et du coup, Paul Heyman termine par nous annoncer que l'adversaire de Sikoa ce soir, ce sera Rey Mysterio, donc le Hall of Fame de cette année. Donc Rey Mysterio débarque pour faire le match. Match très intéressant entre Sikoa et Rey Mysterio. Évidemment, victoire de Sikoa. Il gagne toujours ces matchs de la même manière, plus ou moins, je trouve. On a, en fait, autour du ring, il se passe plein de choses, et au final, grâce à ça, il arrive à s'en sortir et remporter le match. C'est pas vraiment une victoire pas clean, mais moi, je considère ça comme une victoire clean personnellement, parce qu'il n'y a aucune réelle intervention, c'est juste t'es distrait et c'est pas voulu, donc c'est une victoire de Sikoa. Parce que pendant le match, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la Legado del Fantasma, mais du coup, LWO qui ont débarqué pour attaquer les Usos. Donc ils se sont fait attaquer par les Usos, ils se sont fait attaquer par Judgment Day. Et du coup, victoire de Sikoa grâce à ça. J'ai dit Judgment Day, mais je sais pas si c'était déjà à ce moment-là que Judgment Day ont attaqué Latino World Order. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé par la suite, on y reviendra un petit peu plus tard. Juste après ça, on a eu un match entre Dakota Kai et Bianca Belair. Normalement, on était censé avoir Bianca Belair contre Io Sky la semaine dernière. Mais les plans ont changé et Io Sky est devenue la challengeuse numéro 1. Si ça tient toujours. Et finalement, on a eu un match entre Bianca Belair et Dakota Kai. Match intéressant, mais assez court pour Dakota Kai. D'ailleurs, par après, en backstage, on aura des segments qui sortiront sur YouTube, il me semble. Et pas pendant l'épisode de Raw où Dakota Kai, elle dit qu'elle n'a pas été assez forte. Et Bayley, elle essaie de l'encourager, de dire si t'as su faire ce qu'il fallait faire. Enfin bref. Encore une fois, ça continue entre Damage Control, mais on sent que c'est bientôt la fin. Du coup, victoire de Bianca Belair sans grosse surprise, et j'espère que son match face à Io Sky sera plus grand et plus intense et avec un peu plus de challenge. Si il arrive en pay-per-view, du moins je l'espère, parce que pour moi, ça n'a aucune utilité de le faire en weekly, parce qu'elle a remporté son opportunité pour un match. C'est censé être un truc important et intéressant, donc il faut que ce soit en pay-per-view, du moins j'espère. Bon, entre temps, en backstage, ce qui se passe, c'est qu'on a Judgment Day qui sont en coulisses et qui vont se faire rejoindre par Paul Heyman. Paul Heyman va demander s'ils sont satisfaits de ce que Sikoa a fait à Rey Mysterio, qui est l'ennemi de Judgment Day. Et du coup, ils approuvent tout le monde. Et à ce moment-là, du coup, Paul Heyman demande à Judgment Day de faire de même, mais avec leurs ennemis à eux. Du coup, Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. Donc dans le main event, on aura un match, un six-man tag team match, il me semble, si je dis pas de bêtises, si j'ai une bonne mémoire. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a Cody Rhodes qui a fait son entrée pour arriver dans le ring. Pour s'exprimer du coup par rapport à Brock Lesnar, il a lancé un challenge la semaine dernière. Il veut une réponse, donc il va demander à Brock Lesnar de débarquer. Sauf qu'à ce moment-là, Adam Pearce va débarquer lui pour dire à Cody Rhodes qu'il devrait rentrer chez lui puisqu'il n'est pas, autorisé médicalement à catcher, à être présent, et il veut aucun problème. Du coup, il demande à Cody Rhodes de partir. Cody Rhodes est frustré par rapport à ça. Il dit ok, j'y vais, mais il prend une chaise, il remonte dans le ring, il demande à tout le monde de venir, enfin à tout le monde, à Brock Lesnar de venir.
Mais là, on a tout le monde qui vient, du coup, on a des agents de sécurité qui viennent pour arrêter Cody Rhodes. Ça va pas le stopper. On a Brock Lesnar qui va venir sur la rampe, qui va rigoler. Mais du coup, dans l'euphorie du truc, enfin, dans le truc où. Pendant que Cody Rhodes menaçait les agents de sécurité et tout ça, Adam Pearce a fini par accepter le match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, donc c'est officiel. On aura bien ce match-là à SummerSlam, j'ai dit rien à voir, à Backlash. Personnellement, c'est un match qui me hype, mais je trouvais ça intéressant comment ils ont réussi à construire ça et comment ils ont réussi à me hyper alors qu'au final, enfin au départ, j'étais pas hype, j'étais surtout frustré par rapport à WrestleMania. Mais du coup, Cody Rhodes va arriver à s'en sortir face à tous les agents de sécurité. Il arrive face à Brock Lesnar. Mais là, on a d'autres agents de sécurité qui arrivent et qui arrivent à maintenir Cody Rhodes pour l'instant. Du coup, ce segment-là se termine comme ça. Ensuite, on a eu un match qui a été annoncé un peu plus tôt dans la soirée entre le Miz et Seth Rollins. Un match que j'attendais pas du tout personnellement. Je voulais juste savoir ce qu'allait faire Seth Rollins. Lui qui, on sait, est un peu frustré par rapport à son booking actuellement à la WWE. Ça a l'air d'être pareil pour Becky Lynch qui a dit sur Twitter plus tôt dans la soirée qu'elle serait pas à Raw. Finalement, elle n'a pas été à Raw, donc elle a tenu sa parole. Je sais pas si ça fait partie de la storyline, c'est vraiment une réelle frustration de sa part et que c'est peut-être la porte de sortie pour Becky Lynch et Seth Rollins. En tout cas, moi ça me fait peur personnellement, mais je pense pas. En vrai, je pense que la WWE fait les choses correctement et Seth Rollins et Becky Lynch resteront à la WWE pour l'instant. Du moins, il reste un an de contrat pour Becky Lynch. Seth Rollins, je sais pas du tout. Mais du coup, match entre Seth Rollins et le Miz, match très très intéressant finalement, puisque le match a été très très bon dans le ring. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un match de ce challenge de Miz, parce que le Miz récemment il a perdu des matchs en quelques secondes à WrestleMania, il a perdu des matchs en quelques secondes à Raw face à Rick Boogs, etc. Mais là il arrive à tenir tête à Seth Rollins, donc c'est un peu incohérent, mais au moins les choses redeviennent dans l'ordre. Le Miz ça reste un grand champion, ça reste un grand catcheur, et il a réussi à tenir tête à Seth Rollins, qui va remporter le match, du coup Seth Rollins. Mais c'était un match, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'était vraiment un très très bon match. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais c'était vraiment un super bon match. On a eu un autre match par après entre Bobby Lashley et Austin Theory. Pas pour le titre des États-Unis, mais intriguant ce match-là, puisque je me suis dit, Bobby Lashley assez protégé, Austin Theory assez protégé. Donc forcément, pendant ce match-là, il devrait se passer quelque chose qui fait qu'on n'aura aucune issue à ce match. Et ça a bien été le cas, puisqu'on a Bronson Reed qui est venu attaquer du coup Bobby Lashley. Et Bronson Reed est ressorti vainqueur de cet affrontement, on va dire, par derrière, du coup, puisque c'est lui qui attaque Bobby Lashley. Et j'ai trouvé ça intéressant de la manière dont ils ont réussi à mettre en avant Bronson Reed. Et j'espère que ça va continuer. Encore une fois, j'espère qu'il va remporter cette feud face à Bobby Lashley. Mais finalement, rien d'intéressant pour Austin Theory, qui a un peu la mauvaise place dans ce match-là et dans tout ce segment qui entoure ce match-là. Dommage pour lui, mais bon, je suis pas méga intéressé par Austin Theory personnellement. Un petit peu avant WrestleMania, je commençais à devenir un peu plus intéressé. Mais là, j'ai perdu tout intérêt. Vite que la draft arrive, parce que, enfin, histoire de relancer une nouvelle dynamique, parce que pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Ensuite, on a Trish Stratus qui a fait son entrée après avoir fait son heel turn du coup la semaine dernière. Elle arrive toute seule, nouvelle entrée, gâchée par la fausse foule que la WWE rajoute au montage. Je parle des bruits de la foule, mais pas de la foule qu'on voit à l'image, hein. Du coup, les fausses huées, enfin bref. Après, c'est assez compréhensible parce que pendant toute la promo de Hill de Trish Stratus, on a les fans qui vont chanter le chant Watt à chaque fois et c'est un petit peu chiant. Moi personnellement, c'est un chant que j'apprécie beaucoup parce que ça fait partie de l'histoire du catch. Mais avec le temps, tu l'utilises pour tout et n'importe quoi. C'est un peu nul. C'est comme un peu le chant This is Awesome, ça devient totalement nul ces derniers temps puisque il est utilisé pour tout et n'importe quoi, même en Arabie Saoudite alors qu'il y a des matchs de merde. C'est quand même utilisé, donc je trouve pas ça intéressant. Enfin bref. Il y a de la fausse foule évidemment, ça me déplaît un petit peu, mais bon, on va pas s'en plaindre plus que ça. On a Trish Stratus qui va faire une grosse promo de heel qui était assez cohérente et qui avait du sens du coup. Elle va dire que sans elle, il y aurait pas de division féminine actuellement, que la révolution féminine, Becky Lynch n'arrête pas de dire que c'est les 4 filles d'NXT qui ont créé ça, alors que ça n'a rien à voir puisque c'est Trish Stratus, Lita, etc. qui ont créé la révolution féminine. Je suis pas très d'accord avec ça personnellement, mais bon, c'est une promo de heel, mais ça restait cohérent quand même. Ensuite, elle va dire que finalement du coup Becky Lynch est assez convaincante puisqu'elle a réussi à faire croire tout ce qu'elle disait à Lita, alors que l'année dernière Lita c'était celle qui voulait affronter Becky Lynch. Enfin bref, du coup on aura Trish Stratus qui va terminer par dire quelle est la personnalité la plus importante de la WWE actuellement, enfin, du moins féminine, et qu'elle est ici pour s'assurer que personne ne l'oublie. Donc vraiment une grosse promo de heel. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite histoire de meubler avant SummerSlam, parce que SummerSlam c'est assez loin. Mais en tout cas, ça m'intrigue un petit peu. C'est pas que ça m'intrigue énormément, mais ça m'intrigue un petit peu. J'ai juste envie de voir ce match-là et voir qui ressortira vainqueur de ce match-là. Parce que imaginez
c'est Trish Stratus qui finit victorieuse après enfin, de leur rivalité. C'est quand même mauvais signe pour Becky Lynch et par la suite, surtout pour la décision qu'elle va vouloir faire à la fin de son contrat l'année prochaine. Donc ça reste intéressant à voir. Enfin bref, juste après ça, on a eu un autre match par équipe, cette fois-ci, du coup, Michin, Mia Yim, je dis jamais Michin, mais là, je sais pas pourquoi j'ai dit. Donc, Mia Yim et Candice LeRae face à Chelsea Green et Sonya Deville. Victoire de Chelsea Green et Sonya Deville, c'était pas un match méga intéressant. Ça continue en tout cas les histoires entre Candice LeRae et Nikki Cross, c'est assez lent et c'est chiant, en vrai, on s'en fout totalement. Mais j'espère qu'ils auront un réel truc à la clé et que ça va être intéressant pour le public, parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais au moins, ils ont des choses à faire avec Candice LeRae et Nikki Cross. Hormis les matchs à main event, pour les deux je sais pas, parce que Candice LeRae j'ai pas encore vu à main event. En tout cas Nikki Cross elle catch assez souvent à main event. Enfin bref, après le match, pendant le match, on avait les championnes par équipe, les nouvelles championnes par équipe, Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui étaient en ringside. Et ils vont se mettre face à face avec les vainqueurs de ce match-là. Et je crois qu'on aura chez Green, Sonya Deville qui vont jeter des verres à la gueule de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc une construction pas ouf. Et comme l'a dit Corey Graves, la division féminine par équipe ça vole pas très haut et ça a jamais volé très haut. Donc c'est un peu inintéressant. Et au final, on a terminé par le mini-event, le 6-man tag team match entre Judgment Day, du coup Finn Balor, Mysterio et Damien Priest. Finn Balor, Dominic Mysterio, pas Mysterio. Et Damien Priest face à Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn. Match très très intéressant que j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé parce que avant le match, on avait une promo backstage de Matt Riddle qui était avec du coup Sami Zayn et Kevin Owens. C'était pas réellement une promo, mais c'était un petit segment qui était assez drôle, où Matt Riddle il dit que il aimerait faire un nouveau finisher qu'il appellerait le Toe Riddle, où il mettrait du coup son orteil dans la jugulaire de son adversaire. Enfin bref, c'était assez drôle. Au final, il a dit qu'il était pas sérieux en disant ça et qu'il rigolait un petit peu, mais qu'il comptait bien du coup en finir avec Judgment Day et surtout la Bloodline, puisque là on reste dans le truc de l'échange. Finalement, victoire de la team des Faces, du coup Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn qui vont faire le tombé sur Finn Balor. Après un floating bro de Matt Riddle, mais finalement assez protégé Finn Balor puisqu'il va se prendre tous les finishes. Quand j'ai vu Finn Balor se prendre le pin, je me suis dit encore lui, c'est encore lui qui perd, c'est un peu chiant, faites quelque chose avec Finn Balor, je vous en supplie. Mais ça va, il s'est quand même pris tous les finishers avant de se prendre le tombé. Victoire de la team des Faces. Après le match, on a les Usos qui arrivent sur le ring pour attaquer les Faces. Et on a du coup Latino World Order, j'allais encore dire les gars de les Fantasma, qui viennent à la rescousse. Donc grosse bagarre, gros chaos pour la fin de cet épisode de Raw, et ça m'a assez surpris et j'étais super content qu'on ait Latino World Order qui a été assez mis en avant pendant cet épisode de Raw là, même s'ils font que perdre à chaque fois leurs affrontements. Je trouvais ça intéressant d'avoir toutes ces factions qui sont en train de s'entre-attaquer. C'était vraiment super bien fait, c'était le chaos et j'avais juste envie que William Regal débarque pour dire qu'elle allait lancer le Wargames tout de suite. J'avais envie qu'on soit déjà en novembre. Enfin bref, c'était juste une bonne fin de Raw et un bon épisode de Raw dans l'ensemble. Personnellement, je trouve que c'était super bien. On a la team des Faces qui ressort victorieux avec du coup le WO, Matt Riddle, Kevin Owens, Sami Zayn. Et du coup, voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Moi, pour une fois, j'étais assez agréablement surpris. D'habitude, je suis toujours aigri et me dire que il manquait ça, c'était chiant. Enfin bref, là j'ai quasi aimé l'entièreté de cet épisode de Raw. Il n'y a rien qui m'a paru un petit peu chiant, à part quelques segments backstage, encore une fois, que je mentionne pas tout le temps, entre Alpha Academy, entre Maximum Male Model. C'est des trucs qui m'intéressent pas personnellement dans le catch actuellement, mais ça reste très très drôle et divertissant. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas le genre de programme autour duquel je vais m'investir. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport, bisous bisous.